Kigali sous peur après le vol d'un appareil des FARDC à la frontière entre la RDC et le Rwanda. Dans un communiqué, le pays de Paul Kagame crie à la provocation et affirme n'avoir entrepris aucune action militaire pour riposter. COP27, les travaux se sont poursuivis ce lundi en Égypte. La question du financement des dégâts causés par les catastrophes naturelles est au centre des discussions. En tant que pays solution au changement climatique, la RDC veut faire entendre sa voix. En sport, après le scandale des pédophilies qui a éclaboussé quelques entraîneurs du football congolais, la FECOFA a suspendu près d'une dizaine d'entraîneurs impliqués dans ce système de prédation sexuelle. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. À la une de l'actualité, le simple vol d'un appareil chasseur des FARDC à la frontière entre la RDC et le Rwanda a laissé Kigali sous peur. Dans un communiqué, le pays de Paul Kagame crie à la provocation et affirme n'avoir entrepris aucune action militaire pour riposter. C'est un avion de chasse des forces armées de la République démocratique du Congo qui a survolé la frontière d'avec les petits Rwandais. Dans un communiqué fait à la hâte, Kigali a crié au viol de son espace aérien alors que le pays de Paul Kagame attendait une demande d'autorisation. Le Rwanda de Paul Kagame a crié à la provocation. Entre celui qui a violé l'est du voisin depuis près de 25 ans et le simple passage du Sukhoi 25, les Congolais se sont interrogés si ce n'était pas un voleur qui a peur d'être volé. Le communiqué du ministère de la Communication et Médias de la RDC parlait d'un vol de reconnaissance qui d'ailleurs, les Sukhoi 25, n'étaient même pas garnis. Si les Rwandais ont manqué de la respiration lors du passage de cet appareil congolais, ce communiqué parlait qu'il serait malencontreux. Signalons que la République démocratique du Congo a 12 pilotes de chasse formés bel et bien à Biélorussie et à Belle-Lurette et qui n'attendaient que ce Sukhoi 25 pour entrer en danse des dissuasions contre l'ennemi. À celui qui a provoqué la chicote ne cache pas non plus sa tête. Situation sécuritaire, le Premier ministre Sama Lukonde attendu à huis clos au Sénat. Ainsi, on a décidé la plénière de la Chambre haute du Parlement, présidée ce lundi 7 novembre par le professeur Modeste Bahati Lukwebo, une plénière consacrée au contrôle parlementaire. Les questions orales ont été adressées à 2 membres du gouvernement. Il était venu répondre à la question orale avec débat du sénateur Philbert Mabaya, mais il n'a pas pris la parole du haut de la tribune du Sénat. Lui, c'est le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur, Daniel Asselo. La raison, sur demande du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, la plénière a décidé de faire venir le Premier ministre, Sama Lukonde, chef du gouvernement. Il sera alors accompagné de quelques ministres sectoriels afin d'aborder la question sécuritaire de manière détaillée, comme le souhaitent les élus des élus. Les questions liées à la sécurité étant sensibles, surtout en cette période où le pays fait face à la guerre d'agression de la part du pays Rwanda, la plénière entend aborder ce sujet avec le gouvernement à huis clos pour ne pas exposer sur la place publique les questions relevant du secret défense. Contrôle parlementaire encore au cours de cette plénière, cette fois-ci avec un autre membre du gouvernement. Il s'agit du ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, qui est venu répondre aux préoccupations des sénateurs à la suite de la question orale avec débat lui adressé par la sénatrice Louessé au sujet de l'opérationnalisation du fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo-Kinshasa. Non satisfaite par les réponses fournies par le ministre Eustache Mohanzi, Victorine Louessé, auteur de cette question orale avec débat, a décidé donc de passer à la vitesse supérieure en interpellant le ministre d'État. Selon la sénatrice, Eustache Mohanzi n'a pas éclairé la lanterne de l'opinion sur l'opacité dans la sélection des provinces à financer par cet établissement public. Victorine Louessé reproche également au ministre Mohanzi d'avoir pris certaines décisions sous le coup du contrôle parlementaire.
Dans l'actualité également, COP27 après l'ouverture dimanche, les travaux de la conférence de l'ONU sur le climat se sont poursuivis ce lundi à Sharm el-Sheikh en Égypte et c'est une première. Il a été décidé d'inscrire à l'agenda la question du financement des dégâts causés par les catastrophes naturelles. C'est l'un des grands enjeux de cette COP qui se déroule sur le continent africain. En tant que pays solution au changement climatique, la RDC veut faire entendre sa voix au cours de ses assises. On écoute à ce sujet monsieur Henri Désiré Nzouzi, producteur associé du JT diplomatique et expert en politique extérieure. Il ne vous aura pas échappé que la RDC a organisé au début du mois d'octobre la pré-COP 27, c'est-à-dire les travaux préparatoires de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique. Alors, ce qui est important de noter ici, c'est que la RDC est plutôt favorable à davantage de justice climatique. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que le sentiment que l'on a, c'est que l'Afrique, qui n'émet en réalité que 4% des émissions de gaz à effet de serre, est plutôt le parent pauvre dans cette affaire de changement climatique. Alors, les pays du G20 sont responsables de 80%, ça nous le savons. Les pays les plus pauvres, et notamment africains, en payent le plus lourd tribut. Et depuis 2009, ça fait quand même 14 ans maintenant, bientôt 14 ans, les pays développés se sont engagés à mobiliser chaque année 100 milliards de dollars à partir de 2020 pour aider les pays en développement. Malheureusement, le montant n'est toujours pas atteint. Le pacte de Glasgow de la COP26, l'an dernier, avait repoussé cette échéance pour le versement des 100 milliards de dollars en 2023. La RDC a un rôle important à jouer compte tenu de sa situation géographique, mais surtout compte tenu du potentiel qu'il a, puisque la RDC a, comme nous le savons tous, une empreinte carbone négative, dans le sens où nous, en réalité, nous absorbons davantage de CO2 que nous n'en émettons. Et puis la cellule nationale de renseignement financier poursuit sa campagne de sensibilisation auprès des acteurs et les institutions impliquées dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en RDC. Le week-end dernier, c'était le tour des membres de la société civile réunis autour du secrétaire exécutif de la CNRF, Adeler Kissoula, qui les a invités à une prise de conscience. La CNRF, cellule nationale de renseignement financier, poursuit sa campagne de sensibilisation auprès des acteurs et autres institutions impliquées dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme. Le week-end dernier, le secrétaire exécutif de la CNRF, Adeler Kissoula Betika Yeye, a réuni autour de lui les différents acteurs de la société civile. Il était question d'impliquer la société civile dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme. Aujourd'hui, nous pouvons confirmer que le gouvernement a pris un engagement au niveau que ces plans seront exécutés dans les délais, donc il considère cela comme une priorité. Adeler Kissoula se réjouit de la prise de conscience collective et surtout de l'engagement du gouvernement à accompagner la CNRF dans sa mission d'atteindre les objectifs, celle de se conformer au plan d'action du GAFI, le groupe financier international. Présent à cette rencontre initiée par la CNRF, l'Observatoire de la dépense publique, ODEP, par la bouche de son président, Florimo Mouteba, a promis d'interpeller les gouvernements de la République pour qu'un budget conséquent soit alloué à la CNRF afin que cette structure joue efficacement son rôle. C'était une réunion très importante parce qu'elle nous a permis à nous de comprendre l'importance de la CNRF et d'appuyer son action. Le budget de la CNRF, nous voulons que ce soit un budget à la mesure de la mission de la CNRF. Parlons également de la prise de fonction du directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la RDC et les partenaires privés. Freddy Yodi Shembo prend la tête de cette agence avec des objectifs très clairs. Au nom du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, son directeur de cabinet a présidé ce lundi à Kinshasa la cérémonie de prise de possession administrative du siège ainsi que du patrimoine de l'agence de pilotage de coordination et de suivi des conventions de collaboration entre la RDC et ses partenaires privés par la nouvelle équipe dirigeante.
Désormais, Claude Mamba Kabassou et Freddy Yoshishembo seront respectivement président du conseil d'administration et directeur général de l'APCSC. Dans son intervention, le directeur de cabinet du Premier ministre a expliqué pourquoi la remise et reprise ne s'est pas passée entre des comités sortants et entrants, mais plutôt entre le secrétaire exécutif et la primature, qui est l'autorité de tutelle du bureau de coordination. Cette agence va s'occuper de plusieurs autres contrats de partenariat, pas seulement celui qui unit jusque-là l'agence avec les Chinois. Mais nous comptons sur le fait que nous avons déjà une convention qui est en place, qui est dans la phase opérationnelle, et des partenaires intéressés par la République démocratique du Congo, surtout après les nombreux voyages du chef de l'État à l'étranger. Il a remis cette crédibilité à notre pays, et il y a des gens qui n'attendaient que la désignation des animateurs d'une telle structure pour venir. Et nous allons donc les accueillir et travailler de manière justement à répondre. Après la sobre cérémonie, le représentant du chef du gouvernement s'est retrouvé en réunion avec la nouvelle équipe dirigeante en attendant la prochaine réunion qui aura lieu cette fois-là avec Jean-Michel Samaloukonde lui-même pour des orientations stratégiques et politiques. Cérémonie d'accueil du nouveau directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Bertin Moudimou Tshisekedi, par le Rassemblement des élites pour le développement de la province du Kasaï central. Une occasion pour le leader du Kasaï central, Popol Bumba Kankou, de souhaiter un fructueux mandat à ce digne fils du Kasaï central. Au-delà d'être une rencontre, l'événement a eu des allures festives. Les fils et filles de l'espace Kasaï ont répondu à l'invitation du président du Rassemblement des élites pour le développement de la province du Kasaï central, Popol Bumba Kankou, afin d'accueillir chaleureusement le nouveau directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, Bertin Moudimou Tshisekedi, nouvellement nommé par le chef de l'État. Pour le président du REDECO et leader du Kasaï central, cette activité revêt un caractère symbolique. Nous sommes ici juste pour recevoir un frère qui a été nommé par son Excellence, président de la République, chef de l'État. Il est nommé au FPI, étant donné qu'il est natif de la province du Kasaï central, vu que je suis le président, le leader qui incarne le leadership actuel, je me suis dit je dois ressembler les nôtres. Il faut fédérer avec tout le monde et on doit rester autour d'une table pour faire un échange. Comment voir pour le développement de la province du Kasaï central. Vous êtes sans ignorer que nous sommes habités à beaucoup de problèmes. Il y a toujours 3 problèmes qui nous préoccupent, nous, du Kasaï central. C'est la route Kalambambouji qui doit être à tout prix réhabilitée. Parce que moi j'ai toujours dénommé ça Kasumbalesa pour nous. Nous avons un problème de barrage de Katende. Il faut qu'il y ait le courant électrique. Sans courant, il n'y aura pas de l'eau et les enfants n'auront pas de l'emploi. Deuxième chose, nous devons voir la route qu'on amène vers Kanangamboujimaï. Ça doit relancer le développement socio-économique de notre chère province. Prenant la parole, le nouveau patron du FPI a remercié le président de la République Félix Antoine Tshisekedi pour sa nomination avant d'exprimer sa gratitude envers les organisateurs de cet événement riche en couleurs. Écho des partis politiques à présent après les assises du parti en vol organisées à Kinshasa du 14 au 16 octobre dernier par le coordonnateur Igen Letta. L'heure est à la restitution dans les états-majors du parti. En vol fixe déjà sa base sur les enjeux politiques de l'heure. Le parti politique Envol des Délices Sang affûte déjà ses armes pour les élections qui profilent à l'horizon. Le cadre de ce parti réfléchit sans répit sur la situation politique du pays, le processus électoral et les congrès du parti. Après les assises du centre Nganda organisées du 14 au 16 octobre dernier, l'heure est à la restitution dans les différentes fédérations. Après l'Ituri, c'est le tour de la fédération du Congo. Le parti a transmis à ses militants et cadres sa posture sur l'insécurité dans la partie est de la RDC. Il condamne avec la dernière énergie les exactions commises par le Rwanda sur le sol congolais par le truchement du M23. Live. Concernant les élections de 2023, on voilà laisser entendre qu'il fera cavalier seul, raison pour laquelle le parti mobilise sa base pour bien s'élancer dans cette bataille électorale.
Et puis la date du 6 novembre a été marquée par l'inauguration du nouveau siège du parti Nouvelle Génération Consciente. C'était également une occasion pour présenter les nouveaux animateurs de la NOGECO pour la ville-province de Kinshasa. Une journée assez particulière pour la Nouvelle Génération Consciente. Plusieurs membres des différentes fédérations se sont massés à Lukunga pour assister à l'inauguration du nouveau siège de ces partis qui prend de plus en plus de l'ampleur en RDC et a comme objectif soutenir les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. En présence des cadres et militants de la NOGECO, l'autorité morale Fabrice Lonkeke a procédé à l'inauguration du nouveau siège. Satisfait de cet acte, les membres de la NOGECO Lukunga, par les billets de son fédéral, ont manifesté leur enthousiasme. Aujourd'hui déjà vous avez vu la mobilisation, vous avez compris que la fédération de Lukunga attendait cette journée. Et ce qui est fait n'est que le premier soin, comme le dit l'autorité morale. Nous sommes prêts à travailler et à donner le meilleur de soi et nous promettons au parti le siège au niveau national et au niveau provincial. Nous disons merci aux autorités du parti, nous demandons aux autorités du parti de nous faire confiance, de nous accompagner et nous leur assurons notre loyauté, militantisme et fidélité. Profitant de cette cérémonie, la secrétaire générale de la NOGECO a également procédé à la nomination et à la présentation de nouveaux cadres du parti pour la ville de Kinshasa. Par ailleurs, la NOGECO a apporté son soutien aux forces loyalistes qui se battent au front afin de ramener la paix dans la partie est du pays. Le parti politique Alliance Active pour la démocratie et la renaissance du Congo AADR a vu le jour dans la province du Haut-Ouélé, précisément dans la ville d'Issiro, sous la direction de sa présidente Nanou Sadiki. La cérémonie de sa sortie officielle a drainé une foule immense. Il est 11h local quand l'avion transportant Nanou Sadiki Nodiam Lola, présidente nationale des AADR, atterrit dans la ville d'Issiro. Cadre, militants, ainsi que la population issiroise, tous mobilisés pour accompagner cette digne fille du terroir. Après l'accueil, l'ex-première dame de la province du Haut-Ouélé débute son périple en visitant les chefs coutumiers de son village natal Matari, Roger Angatongolo IV, avant de s'incliner devant le tombe de ses ancêtres pour leur bénédiction. Par la suite, Nanou Sadiki a inauguré le siège de l'AADR Issiro, se trouvant au rond-point Ouélé. Au sortir de la nouvelle bâtisse, la présidente de l'AADR et sa base se sont donné rendez-vous à l'espace Mayogo pour une communication importante. Parti politique nabiso et ali kosenga nabiso boye ba oyo bandeko nabiso bo bazali bandicapé bo bayali bandundu bo bazali na makasi te esengi biso to pesa bango makasi po bazali bandeko nabiso. À la fin de ces assises, Nanou Sadiki a remercié le chef de l'État ainsi que la population de la ville d'Issiro, tout en martelant sur l'adhésion massive au sein de l'Alliance Active pour la démocratie et la renaissance du Congo. Je remercie le chef de l'État pour son appui à notre égard. Nous espérons travailler en 2023 en faveur de Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République. À noter que sa deuxième visite dans cette ville date de la célébration du 40e jour de la mort de son époux, le sénateur Jean-Pierre Lola Kisanga, de Reste-Mémoire. Soutenir les FARDC en demeurant mobilisés, vigilants, c'est l'essentiel du message du député national Mbemba aux habitants de la commune de Barumbu. Samuel Mbemba, justement, l'envoyé de Christophe Mbosso, a également invité la population à soutenir les actions du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Comme à Kitambo et dans la commune de Kinshasa, le député national Samuel Mbemba Kabouya a eu droit à un accueil délirant dans la commune de Barumbu. Devant les cadres et militants de la CRD réunis pour la circonstance, l'envoyé de Christophe Mbosonkodia a invité l'assistance à demeurer mobilisé et vigilant afin de défendre la patrie sous menace. Le message que je vous apporte aujourd'hui, je l'ai transmis également à Kintambo et dans la commune de Kinshasa. L'autorité morale de notre parti, la CRD, Christophe Mbosonkodia, m'a envoyé vers vous pour vous demander de rester vigilants et mobilisés derrière nos forces armées et derrière le commandant suprême, car notre pays est en danger. Restons tous unis pour bouter dehors l'ennemi. Envoyons nos enfants dans l'armée pour qu'ils puissent défendre notre pays.
Samuel Mbemba Kabouya a aussi demandé au public, au nom de l'autorité morale de la Convention pour la République et la démocratie, de soutenir le président Tshisekedi, qui selon lui ne ménage aucun effort pour améliorer les conditions de vie des Congolais. Rendons-nous dans la province du Haut-Katanga où la gestion de la commune de Tchoutourou, une des entités de la ville de Likasi, s'affiche comme un modèle à suivre pour le bourgmestre. La construction des infrastructures de base est le fruit d'une volonté politique et une franche collaboration entre lui et sa hiérarchie. C'est une commune en pleine transformation à Likasi dans la province du Haut-Katanga. Un immeuble pour bureau en pleine érection. Le chef des chantiers de ces travaux est en train de donner les détails. Oui, cet immeuble contient au premier étage, il y a 9 bureaux et au deuxième étage, nous en avons 12. Des hôpitaux, terrain pour encadrement de la jeunesse et à près de 13 km de ces bureaux, le bourgmestre Placide Kisokola veut au nom de sa commune s'élancer dans la lutte contre la faim. Pratiquement, c'est par l'effort du bourgmestre qui chapeaute la commune. Il a eu à distribuer les intrants, les semences et le maïs que vous voyez, c'est en contrepartie que la population a pu rembourser. Et tout ce que vous voyez, tout ce que vous observez, ça appartient à la commune de Chitou. Avec la redéfense minière, ce bourgmestre hors pair traîne derrière lui plusieurs autres œuvres telles que les hôpitaux modernes et bureaux des quartiers pour honorer la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le premier objectif, c'est soutenir les actions du chef de l'État et poursuivi ces actions-là par le gouverneur Jacques Arolakatwe. Le chef de l'État, disais-je, Félix Antoine Tshisekedi. Notre objectif, c'est de donner la fierté à l'administration congolaise. Vous savez, les bureaux de l'État dans le temps, c'était des bureaux mal entretenus, des bureaux parfois sales, sans chaises, sans fauteuil. On voudrait faire comprendre aux autres que l'État reste l'État et qu'il a de beaux bureaux. Pour Placide Kisokola, il s'agit juste de la volonté politique et la franche collaboration avec sa hiérarchie que tout est en train de changer dans la commune de Chitourou. La commission ECOFIN de l'Assemblée provinciale du Tanganyika a diligenté une mission d'inspection des activités du projet Picagel. Cette mission d'inspection rentre dans le cadre du contrôle parlementaire pour ce projet qui touche directement sur le social et l'économie de la population de cette province. Le projet de Picagel a un impact sérieux sur la population. Et comme nous sommes émanation de cette population, nous devons savoir ce qui se passe sur le terrain. En cours d'exécution et vu son impact sur le social de la population, le projet Picagel Tanganyika ne cesse d'attirer la curiosité des différentes couches, tant politiques que celles administratives de la province. D'où cette mission d'inspection diligentée par l'Assemblée provinciale du Tanganyika pour palper du doigt la situation réelle d'exécution de ce projet dans le territoire de Kalemi. Les membres de la commission ECOFIN de l'organe délibérant en province ont effectué une visite guidée durant 2 jours sur différents sites bénéficiaires du financement dans le cadre du projet Picagel. Dans cette ronde, après découverte des champs, centres de traitement des denrées alimentaires, fermes d'élevage, la délégation est tombée sur cette route des dessertes agricoles dont les travaux ont été lancés depuis seulement 2 mois, mais à ce jour, une avancée significative est certainement perceptible. Cette route en terre battue, longue de 21 km, est appréhendée comme solution incontestable au désenclavement des populations environnantes et leurs activités agropastorales pour alimenter les centres de Kalemi et ses périphéries. Selon les checklists que nous avons, tout ce qui a été dit, nous avons trouvé sur place et nous avons pointé. Il y a lieu d'encourager la population, surtout ceux-là qui sont dans ce projet. En attente du contenu de ces rapports de la commission ECOFIN, les différentes structures commises à l'exécution des activités sous la coordination de Picagel se sentent de plus en plus honorées par les résultats rencontrés sur le terrain. Partager ses émoluments avec ses électeurs est une coutume pour lui. Après avoir résolu le problème d'électricité au quartier Penga Penga à Lubumbashi en dotant sa population d'une nouvelle cabine électrique, le député national Nazem Nazembe vient d'inaugurer une borne fontaine en mesure d'alimenter tous les quartiers en eau saine, potable et gratuite. C'est un vent nouveau qui souffle au quartier Penga Penga à Lubumbashi.
Ayant vécu plusieurs années sans eau potable, ils peuvent enfin pousser un ouf de soulagement. Nazem Nazembe, élu des séquins de Lubumbashi, est intervenu comme à l'accoutumée avec une réponse adéquate. Il a donc offert à sa population une borne fontaine en mesure d'alimenter Penga Penga dans sa totalité. De l'eau saine et gratuite coulant en plein régime, Nazem Nazembe s'est prononcé. C'est vous qui m'avez envoyé au Parlement. On me paye à cause de vous. Donc cet argent, c'est votre argent. C'est votre œuvre. Ce puits, c'est votre puits. C'est vous qui l'avez fait. Moi, je n'ai fait que concrétiser avec votre argent. Je vous demande de prendre soin de votre œuvre. Et les bénéficiaires, remplis de joie et présents lors de cette inauguration, ont exprimé leur satisfaction. Je viens d'avoir de l'eau. Il a bien fait. Que Dieu les bénisse, qu'il lui ajoute des années sur terre. Auparavant, on trouvait de l'eau difficilement. Parfois, il n'y avait pas d'eau au robinet pendant 2 à 3 jours. Nous sommes contents. On puisait de l'eau au quartier Jekamine. Que Dieu le protège. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Il s'est de rappeler que cette œuvre vient après la mise en place par l'élu Nazem Nazembe d'une cabine électrique importante pour résoudre les problèmes liés à l'électricité. Et puis le directeur général de la société de microfinance congolais a, à travers un point de presse animé ce lundi, lancé un nouveau produit qui a pour cible la jeunesse congolaise de Lubumbashi. Les détails dans cet élément. C'est par ce face-à-face entre les chevaliers de la plume et du micro que le staff dirigeant de la société de microcrédit congolais, SMICO en sigle, a lancé officiellement son nouveau produit dénommé Kijana Inuka, jeune, lève-toi en Kiswahili, ce lundi 7 novembre 2022 dans la ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga. Ceci dans l'objectif de renforcer l'entrepreneuriat et appuyer la jeunesse qui en majorité est au chômage en République démocratique du Congo. Le produit Kijana Inuka est donc orienté vers les jeunes entrepreneurs qui peuvent être des jeunes indépendants, mais aussi des jeunes incubés, qui détiennent des projets innovants, que ce soit des secteurs agroalimentaires, que ce soit des secteurs de la digitalisation, etc., mais qui font les choses différemment et qui apportent vraiment la chance de recruter et de créer de l'emploi pour les autres jeunes. Ayant un engagement ferme en matière de transparence, SMICO vient par ce nouveau produit appuyer les jeunes entrepreneurs en connivence avec ses partenaires, parmi lesquels KKS et les incubateurs agréés, en vue de booster les activités entrepreneuriales des jeunes et ainsi leur permettre d'accomplir leurs rêves. Et je profite de la présence de la presse ici actuellement pour faire appel aux entrepreneurs, aux opérateurs économiques de la province, aux opérateurs économiques de Lubumbashi pour qu'ils rejoignent KKS et ils peuvent prendre des parts de coopérateurs qui sont à $1000. Investir dans la jeunesse considérée jadis comme un segment à risque financier, aujourd'hui les jeunes peuvent maintenant se frotter les mains en visitant la société de microcrédit congolais SMICO via ce projet orienté vers les entrepreneurs jeunes à hauteur de 500 à $20,000 américains. Signalons par ailleurs que la SMICO appelle par cette aubaine les opérateurs économiques à se joindre à elle afin de soutenir tant soit peu cette initiative en souscrivant une part de $1000 américains. C'est par la signature de contrats entre SMICO et Tot Africa que cette activité s'est ponctuée. Lutter contre le travail des enfants qui devraient aller à l'école, tel est l'objectif de la subvention mondiale du Rotary remise au Vicariat du Congo de l'ordre de Saint-Augustin, justement par l'entremise du club de Kinshasa Matongé pour sortir les enfants des travaux. Le Rotary soutient la formation des mamans au métier avec des ordinateurs et autres outils pour leur apprentissage. C'est sous le parrainage du club rotarien de Kinshasa Matongé que le Vicariat du Congo de l'ordre de Saint-Augustin a réceptionné la subvention mondiale de la fondation du Rotary Club International dans le cadre du projet de lutte contre les soumissions des enfants à des travaux difficiles en soutenant l'apprentissage de femmes à divers métiers. Cette remise symbolique des matériels contient entre autres des outils de nettoyage, des chaises, une voiture pour la mobilité ainsi qu'un local réhabilité. Je suis venu pour voir ce que font les clubs dans ce pays, dans cette ville, pour en évaluer le fonctionnement. Et j'ai vu, je suis témoin d'une réalisation remarquable, un programme de soutien aux femmes et aux enfants, scolarisation des enfants, formation professionnelle des mamans et équipement pour les installer dans leur métier. C'est extraordinaire.
Une action qui entre dans les axes stratégiques du Rotary Club International dans la protection des enfants. Le Rotary a un projet majeur qui est la lutte contre la polio. Et aujourd'hui, on est à 99,9% d'avoir éradiqué la polio. Une lueur de joie des bénéficiaires de cette subvention. Avec l'appui de ces projets, je pense bien notre idéal, notre objectif ira en avant. Et l'impact dans la vie des enfants. À noter que le Rotary Club International dispose des 11 clubs dans la capitale congolaise avec des projets dans divers axes stratégiques de la vie sociale, d'où un regard aux besoins de la communauté en apportant des solutions nécessaires partout dans le monde. En sport, pour finir, je l'annonçais au sommaire, après le scandale de pédophilie qui a éclaboussé quelques entraîneurs du football congolais la semaine dernière, la fédération a été obligée de se servir. Dans un communiqué rendu public ce lundi, la FECOFA a suspendu près d'une dizaine d'entraîneurs impliqués dans ce système de prédation sexuelle. Les personnes impliquées dans le scandale de pédophilie dans le football congolais ne resteront pas impunies. Ce point a été l'un des 6 à l'ordre du jour de la rencontre de ce lundi entre le ministère de Sport, la FECOFA et la Ligue nationale de football. Serge Condé tient un travail digne de foi de la commission d'enquête indépendante mise en place par la FECOFA. Le ministre a promis l'accompagnement du gouvernement en ce qui concerne les moyens qui seront mis à disposition de cette commission, de sorte que le travail se fasse sans faille. Il ressort de cette rencontre qu'en cas de culpabilité avérée, des sanctions sportives sévères soient prises à l'endroit de ces encadreurs. Le ministre a promis l'accompagnement du gouvernement en ce qui concerne les moyens qui seront mis à disposition de cette commission, de sorte que le travail se fasse sans faille. Cette culpabilité va également s'étendre au niveau pénal, a fait savoir Belge Citoatala. Et l'autre partie, ça sera la partie judiciaire. Ceux qui seront reconnus coupables d'avoir commis des faits pénaux seront déférés devant les instances compétentes. Il s'est de noter qu'en attendant les conclusions de la commission mise en place, la FECOFA a déjà préventivement suspendu les 6 entraîneurs cités dans cette enquête extérieure. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. Kigali sous peur après le vol d'un appareil des FARDC à la frontière entre la RDC et le Rwanda. Dans un communiqué, le pays de Paul Kagame crie à la provocation et affirme n'avoir entrepris aucune action militaire pour riposter. COP27, les travaux se sont poursuivis ce lundi en Égypte. La question du financement des dégâts causés par les catastrophes naturelles est au centre des discussions. En sport, après le scandale de pédophilie qui a éclaboussé quelques entraîneurs du football congolais, la FECOFA a suspendu près d'une dizaine d'entraîneurs impliqués dans ce système de prédation sexuelle. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles au programme de Télé 50. L'info est en continu au www.tele50.cd. L'actualité